Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, jeudi 2 mars. Voici les titres. One Forest Summit. Le président français Emmanuel Macron en terre gabonaise depuis le 1er mars, dans le cadre du projet conjoint entre la France et le Gabon, à savoir le One Forest Summit qui se tient actuellement à Libreville. Et puis, affaires étrangères. Tenue d'un point de presse du syndicat des agents du ministère des Affaires étrangères. L'objectif était l'évaluation de l'évolution des points contenus dans leur cahier de charges. C'était hier au sein du ministère de la tutelle. Enfin, Guinée-Conakry. Retour au bercail hier d'une cinquantaine de citoyens guinéens vivant en Tunisie suite aux dernières attaques contre les ressortissants d'Afrique subsaharienne dans ce pays. Ils étaient accueillis à Conakry par l'actuel chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. En ouverture de cette édition, nous parlons du One Forest Summit. Le président de la République française, Emmanuel Macron, est arrivé le 1er mars hier 2023 à Libreville, au tarmac de l'aéroport international Léon-Mba. Il a été accueilli par le Premier ministre. Le président Macron prendra part au One Forest Summit avec son homologue Ali Bongo Ondimba, qui est très engagé dans la lutte contre les changements climatiques. Presse présidentielle. Emmanuel Macron à Libreville, c'est le premier séjour du président français au Gabon. Ce dernier prend part au One Forest Summit co-organisé par le Gabon et la France. Le président de la République française a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement, Alain-Claude Bilé-Bizé. Le chef de l'État français s'entretiendra avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Ensemble, les deux personnalités aborderont les questions d'intérêt commun comme la coopération bilatérale entre Libreville et Paris. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et son hôte français, sans oublier les chefs d'État de la zone Afrique centrale, prendront part au sommet de haut niveau du One Forest Summit qui se tiendra au Palais Rénovation. Le One Forest Summit, dont l'essence réside en la mise en action de l'ambition collective en matière de préservation et de la gestion durable des forêts tropicales, ces zones boisées et humides sont les premiers régulateurs de climat pour la planète. Le segment de haut niveau statuera dans un premier temps sur les enjeux liés à la coopération scientifique entre les trois grands bassins forestiers avec en ligne de mire la recherche des nouvelles connaissances à l'échelle des réserves les plus vitales de carbone et de biodiversité. Le deuxième mettra l'accent sur la protection de la forêt et les mécanismes de rémunération innovants. Et le troisième point reste la mise en place d'un modèle de business pour la protection de la forêt. Sitôt après son arrivée en terre gabonaise, le président de la République française, Emmanuel Macron, a été reçu par son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. La relation franco-gabonaise, la coopération environnementale et la culture étaient en bonne place de cette rencontre organisée en prélude aux assises du One Forest Summit. Presse présidentielle. L'échange de civilité entre les deux hommes. L'accueil réservé au chef de l'État français à son arrivée au palais présidentiel en dit long sur l'état de la relation entre Paris et Libreville. Une relation historique encore aujourd'hui au beau fixe. En cette journée particulière de retrouvailles sur l'état de la protection environnementale et la coopération culturelle entre la France et le Gabon, les deux leaders ici réunis ont eu des entretiens approfondis. Nous allons nous retrouver pour travailler ensemble ce soir et puis demain pour ce sommet si important pour le climat et la biodiversité et défendre nos forêts. Je veux vraiment remercier le président et l'ensemble des ministres pour le travail fait, l'engagement sur ce sujet. Et merci de nous accueillir. Co-organisateur du One Forest Summit, aux côtés de son homologue gabonais, le président français Emmanuel Macron est donc venu apporter son soutien à l'effort de lutte engagé dans notre pays depuis plusieurs décennies pour la sauvegarde du patrimoine environnemental et immatériel. Ici, on souhaitait commencer par une remise de ces quelques trésors culturels, puisque je remercie l'IRD et sa présidente de la mobilisation et du travail qui a été fait pour retrouver ces trésors, parce que c'est des éminents prédécesseurs qui, en 1959, avec le président du Sénégal et quelques autres, avaient lancé cette initiative consistante à commander à des anthropologues spécialistes du patrimoine immatériel de
rassembler voilà, les cultures, les musiques. 900 heures d'enregistrement et d'écoute, et c'est toute la musique et les traditions de la musique gabonaise. Donc c'est un véritable, je dirais, trésor culturel, artistique. Et pour le Gabon, situé au cœur des forêts du bassin du Congo qui séquestre 100 millions de tonnes de carbone par an, le sommet de Libreville s'offre comme une opportunité exceptionnelle pour discuter du prix de cette ressource vitale et essentielle à la régulation du climat sur toute l'étendue de la planète. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience Frans Timmermans, le vice-président de la Commission de l'Union européenne. Au Palais du bord de mer, les deux personnalités ont abordé les enjeux de ce sommet pour l'avenir de la planète, mais aussi du partenariat entre le Gabon et l'Union européenne. Presse présidentielle. La protection des forêts tropicales. Le sujet réunit tous les experts du monde à Libreville et le leadership du président de la République, Ali Bongo Ondimba, en la matière et dans la lutte contre les changements climatiques n'est plus à démontrer. Présent sur Libreville pour le One Forest Summit, Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission de l'Union européenne, s'est entretenu avec le chef de l'État. Le partenariat entre notre pays, le Gabon, et cette institution européenne concourt à l'adhésion des autres pays à cette noble cause. Je suis ici pour la conférence pour la forêt. Et j'ai voulu exprimer mon admiration au président de la République pour tout ce qu'il fait pour protéger les forêts dans votre pays et lui dire que je veux continuer en tant qu'Union européenne de travailler étroitement ensemble avec le Gabon pour assurer que le Gabon et ses efforts sont reconnus à l'échelle internationale et que tout ce qu'on a fait pendant les années passées et mène à une politique plus constructive d'autres pays qui pourraient suivre l'exemple du Gabon. Le vice-président exécutif de la Commission de l'Union européenne a également évoqué avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba le programme Gabon Égalité, un modèle de société qui assure une meilleure protection aux femmes en matière de droits et qui protège ces dernières contre toute forme de violence. J'ai aussi exprimé mon admiration pour ce que le président de la République a fait pour l'égalité entre hommes et femmes. C'est quand même un changement remarquable dans ce pays. Et la position des femmes a vastement amélioré grâce à ces efforts et j'ai voulu exprimer mon admiration pour cela. Le One Forest Summit, les assises visent à faire progresser l'ambition collective en matière de préservation et de gestion durable des forêts tropicales. Le bassin du Congo-Ogooué joue un rôle incommensurable dans la lutte contre les changements climatiques en tant que premier régulateur du climat pour la planète. Dans cette optique, le Premier ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les chefs d'État de la zone Afrique centrale, le président français Emmanuel Macron et leur hôte Ali Bongo Ondimba prennent une part active à ce sommet des grands enjeux climatiques. Nous continuons sur cette actualité du One Forest Summit et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Alexandre Baondo du desk politique de notre rédaction. Bonjour Alexandre. Bien, quel regard portez-vous sur le One Forest Summit qui se tient actuellement à Libreville? Nanaka, on peut dire que cette messe écologique est une espèce de reconnaissance de la communauté internationale vis-à-vis du Gabon qui est un leader en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'est donc une espèce de reconnaissance, il faut le dire. Le Gabon a consacré 11% de sa superficie pour protéger l'environnement. Cette rencontre également est une opportunité pour les hommes d'affaires gabonais qui voient ainsi une opportunité de pouvoir participer à la diversification de l'économie gabonaise. Et dans cette diversification, il est question de l'écotourisme. Donc ainsi, les opérateurs économiques gabonais vont vendre la destination Gabon. Donc c'est une opportunité inédite pour notre pays qui, d'une certaine manière, à l'international, va rayonner. Bien. Alors, que pensez-vous également de certaines opinions qui pensent que l'arrivée du président français Emmanuel Macron est une façon de venir adouber Ali Bongo Ondimba, l'actuel président? Je pense que le numéro 1 français a été clair. Il n'est pas nostalgique d'une certaine France-Afrique. Jusqu'à preuve du contraire, il veut changer de paradigme. Nous ne sommes plus dans les réseaux focards où il fallait imposer le dictat au peuple africain. Il y a urgence pour la France d'amener une nouvelle politique africaine. Ne pas le faire, ce serait quelque part prendre un risque parce que
il y aura une espèce de climat de méfiance entre les autorités françaises et la jeunesse gabonaise qui aspire à plus de liberté, à une liberté économique, à une liberté démocratique, au respect des droits de l'homme. Je pense que le président français doit bénéficier du bénéfice du doute. Ne pas le faire, ce serait vraiment prendre un grand risque dans la mesure où nous voyons que dans toute l'Afrique, il y a un sentiment anti-français qui est en train de prendre de l'ampleur. Je pense que c'est l'opportunité ici pour la France de changer de donne. D'accord Alexandre, merci pour ces différents éléments de réponse au sujet de ce One Forest Summit. Qu'à cela ne tienne, vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, toujours dans cette actualité One Forest Summit environnement. Les maux qui découlent de la déforestation sont connus de tous. Gaz à effet de serre, maladies tropicales. Pour parvenir à un équilibre, les décideurs proposent des solutions parmi lesquelles les financements d'une gestion durable. Voyons tout cela avec Estelle Mvan. Des données clés liées à la protection des forêts tropicales indiquent que la déforestation tropicale est à l'origine de 13% des émissions mondiales de CO2. Entre la période 2007-2016, 23% des émissions anthropiques totales de gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture, de la sylviculture et d'autres utilisations des terres. Environ 5% des émissions totales proviennent de la sylviculture et d'autres utilisations des terres, principalement la déforestation, tandis que les 12% restants sont des émissions directes provenant de la production agricole, comme le bétail et les engrais. 220 millions d'hectares de forêts tropicales humides ont été perdus depuis 1990, soit 17% des forêts tropicales humides au profit de l'agriculture et d'autres utilisations des terres. Plus de 30% des nouvelles maladies signalées depuis 1960 sont attribuées au changement d'affectation des sols, comprenant la déforestation, et 15% des 250 maladies infectieuses émergentes ont été associées aux forêts. La déforestation, en particulier dans les régions tropicales, a été associée à une augmentation des maladies infectieuses telles que la dengue et le paludisme. 420 millions d'hectares de forêt, soit une superficie supérieure à celle de l'Union européenne, ont été perdus en raison de la déforestation entre 1990 et 2020. En guise de solution, la limitation de ces effets néfastes passe notamment par le financement d'une gestion durable. À cet effet, une quarantaine de nouveaux fonds fiduciaires pour la conservation ont été créés depuis 2010, rejoignant 68 fonds de ce type déjà constitués. Le financement total de la préservation et de la gestion durable des forêts tropicales doit être multiplié par 3 d'ici à 2030 et par 4 d'ici à 2050 pour que le monde atteigne les objectifs de neutralité en matière de climat, de biodiversité et de dégradation de terres, soit une estimation de 203 milliards de dollars par an d'ici à 2050. Le One Forest Summit qui se déroule actuellement à Libreville entend mettre en valeur les richesses gabonaises en matière de protection de l'environnement, mais pas seulement. Regardons cet élément de Sophie Eyégué. Avant même l'arrivée des participants, dans la grande tente juste apposée au Radisson, les commerçants locaux s'installent. Durant ces 2 jours, le hall sera traversé par la foule forte de plus d'une vingtaine de nationalités différentes. Le comité organisateur du One Forest Summit a souhaité alors mettre en valeur la culture et le savoir-faire gabonais. C'est motivant. Jusqu'à demain, elle espère mettre en avant sa pratique éco-responsable et 100% made in Gabon. Alors que le pays fait office d'élève modèle pour la gestion durable des forêts, les acteurs économiques gabonais mettent en point d'honneur à rappeler que l'utilisation de la forêt peut se faire de manière respectable. On nous dit qu'il y a un problème de déforestation, mais la déforestation n'est pas provoquée par nous les villageois, parce qu'on n'utilise pas les engins lourds. Nous, on ne va pas plus loin que 5 km. On fait l'agriculture villageoise. Et nous amener au niveau du sommet nous rassure. Les richesses gabonaises resteront alors au cœur de l'événement jusqu'à demain.
Lutte contre le trafic d'ivoire et le braconnage des espèces protégées au Gabon. Un réseau criminel démantelé dans les environs du parc national de Bikembe. La mission conjointe conduite par les services de l'Agence nationale des parcs nationaux, elle a abouti à l'interpellation de 2 braconniers venus d'un pays voisin, à une saisine d'armes et de défense d'ivoire. Bienvenue Miko. Ici, dans les environs du parc national de Bikembe, depuis plusieurs mois, une activité criminelle phonique s'est développée. Le réseau, bien organisé depuis le Cameroun voisin, a été démantelé grâce à une mission conjointe conduite par l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon. Il y a eu une mission conjointe entre les agents de l'Agence nationale des parcs nationaux, des services spéciaux et des forces de police nationales dans la zone de Auvin. Il y a eu l'interpellation d'un groupe de braconniers avec des munitions et une saisie de 9 paires d'ivoire et 31 queues d'éléphants. D'après nos informations et après certaines auditions préliminaires, nous avons eu certaines informations qui nous révèlent que ces braconniers partent du Cameroun, du sud Cameroun, dans la ville de Djoum, voilà, qui traverse le parc national de Bikembe pour venir chasser dans la zone qui se situerait entre Auvin et la zone de la Lara. À 260 km à vol d'oiseau, au-delà des limites frontalières de leur pays d'origine, ces braconniers membres d'un réseau criminel bien armé étaient ici presque en terrain conquis. C'est Aboubakar qui nous a envoyé de venir faire la chasse à la forêt du Gabon. C'est un gars Bamoun. Dans notre groupe, le Tutsi, c'était 3 chasseurs. Si je porte une paire comme ça, étant du Gabon jusqu'au Cameroun, on peut me donner 30-40 000. Au cours de l'interpellation, nous avons saisi avec des braconniers les 458, voilà, ce type de fusil, ce type d'armes, avec des munitions. Voilà. Certains groupes qui, lors des croisements en mission avec les éco-gardes, ne se ménagent pas à tirer sur des agents. Il y a certains groupes avec lesquels il y a échange de tirs qui ont en leur possession des AK-47. Dans le seul parc national de Bikembe, plus de 11 000 éléphants ont été massacrés pour leur ivoire depuis 2004. Pour des délits de ce type, la législation gabonaise prévoit des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 10 ans maximum. Avec 13 parcs nationaux et 11% du territoire dédié à la protection de l'environnement, la lutte contre le braconnage au Gabon est un défi constant. En général, tous les éléphants qui étaient dans un havre de paix qui était le parc national de Bikembe, à cause de la forte pression des braconniers camerounais, ont tendance à se rapprocher des villages et des villes qui sont dans la zone d'Auvin. Donc ceci explique en partie le conflit homme-faune grandissant dans la province de Logo-Ivindo. Renforcer la lutte contre le braconnage pour préserver les espèces fauniques en péril, c'est l'une des missions assignées à l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon. Dans un continent fragilisé par des conflits armés, facteur de destruction de l'habitat forestier, le Gabon, qui fait de la protection de la biodiversité une priorité, se présente comme le bon élève de la région. Grâce à la volonté politique du président de la République, Ali Bongo Ndimba, notre pays à l'international est aujourd'hui l'un des plus actifs dans la lutte contre les changements climatiques. Front social, dans cette édition, le syndicat des agents du ministère des Affaires étrangères a tenu un point de presse hier au sein de son ministère de tutelle. Une rencontre qui avait pour objectif principal l'évolution de la grève générale. Voyons tout cela avec Jessica Ondjoa. La mise en berne des activités, en l'occurrence la grève aux affaires étrangères, était en relief avec le décès de l'illustre disparu ancien ministre Michael Moussa Adamou.
Après 11 mois de mouvement de grève, il en ressort ce qui suit. C'est l'occasion pour moi de féliciter les efforts entrepris par le défunt ministre après 11 mois de grève en dotant le ministère de 20 véhicules de service, l'un des points contenus dans notre cahier de charges. Une dotation qui ne semble pas avoir été équitablement répartie. Certains hauts responsables de l'administration se sont organisés en bande de faucons pour s'accaparer illicitement ce patrimoine de l'État sous le regard impuissant des 2 ministres délégués et du syndicat. Par leurs ajustements aussi illégaux qu'insupportables, ces hauts cadres de notre administration voudraient-ils nous faire comprendre que 2 semaines après le décès du ministre, le deuil n'avait plus sa place? Que par ailleurs, l'attente du nouveau ministre était-elle interminable et hypothétique? Ces ajustements en violation flagrante des textes en vigueur nous prouvent une fois de plus que le Gabon, notre chère patrie, est dirigé par un groupe d'amis qui seraient prêts à sacrifier tout le peuple pour leurs intérêts égoïstes, ce qui a pour corollaire les maux dont souffre le peuple gabonais aujourd'hui. En dehors de ces véhicules de service, le collectif reste toujours en attente de la prime de servitude diplomatique, le suivi de carrière des agents, l'assurance maladie à Ascoma et le transport du personnel. Une grève dite illimitée. Et puis, les anciens agents de Rouge et Gabon affiliés au CAP revendiquent le paiement de leurs droits au lendemain de la vente de cette entreprise. Ils l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse hier. Voyons tout cela avec Jessica Ondjoa. Les anciens agents de Rouge et Gabon, travailleurs du SINA MPVG, membres du CAP, se sont réunis afin de dénoncer le non-respect de certaines dispositions. Tous, nous sommes des anciens travailleurs de Rouge. Malheureusement, à la vente, nos droits de Rouge ont été transférés à 1000 panels. Et Rouge Gabon, qui a transféré nos droits à 1000 panels, ne nous a pas d'abord consultés. Du moins, on nous a mis sur le fait accompli. Les revendications des travailleurs aujourd'hui, c'est de dire qu'on doit nous payer nos droits. Et par ailleurs, il y a un préjudice. On ne peut pas avoir pris les droits des gens qui ont travaillé depuis plus de 30 ans, près de 30 ans dans une société et ne pas payer leurs droits. Le préjudice, pourquoi? Parce qu'au lendemain de la vente de l'entreprise, 1000 panels, du moins la direction de 1000 panels Gabon, avait donné des garanties aux travailleurs que vous aurez au moins 2 ans de travail. Donc nous demandons nos droits. Après plusieurs réflexions et des démarches entamées sans suite favorable, ce personnel veut ainsi passer à la vitesse supérieure pour faire avancer le dossier. Le président du CAP a, à sa prise de parole, ainsi interpellé le président de la République. Ces travailleurs n'ont pas demandé à intégrer cette société parce qu'ils étaient salariés à Rouget. Et il y a eu tout simplement un transfert parce qu'une nouvelle société a été créée. Et si la société n'avait pas la capacité, tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est de ramener ces travailleurs-là à Rouget. Au moment où le gouvernement veut lutter contre le chômage, contre le licenciement abusif, on constate que certaines entreprises, encore mieux certains employeurs, excellent dans le mépris, excellent dans l'arrogance. Nous sommes convaincus aujourd'hui que ces employeurs ont déserté l'usine. Ce n'est pas une attitude de responsabilité. Nous donnons 1 semaine à ces employeurs de régler cette question. Ça va être la première étape. Cet ultimatum apparaît comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Une solution par les plus hautes autorités du gouvernement est attendue. Une avancée qui pourrait réduire le taux de chômage au Gabon.
Toute autre actualité à présent, le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation du risque. C'était le thème de la célébration hier de la 33e édition de la Journée mondiale de la protection civile. L'importance de la célébration de cette journée avec Chimène Lindong. À chaque célébration, son thème. Pour cette 33e édition de la Journée internationale de la protection civile, le thème retenu est le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques. Cette vision commande qu'on accorde une attention particulière à la prévention et à tout outil susceptible de la promouvoir, à savoir entre autres les technologies de l'information. Les progrès en la matière sont le moyen qui conduit à l'appropriation des technologies portées sur l'identification des risques de toute nature et leur exploitation opérationnelle dans le secteur de la sécurité civile. Célébrée chaque 1er mars, la Journée mondiale de la protection civile marque l'entrée en vigueur en 1972 du texte qui a fondé l'Organisation internationale de la protection civile en lui donnant le statut d'organisation internationale. La dite journée vise à attirer l'attention particulière des pouvoirs publics et des populations sur la sécurité civile, la gestion des risques de catastrophe, la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Le combat contre les risques et les catastrophes est transversal et nécessite l'apport de différents secteurs. Rappelons que la protection civile est l'ensemble des moyens mis en œuvre par un État pour protéger, sécuriser ses citoyens en temps de guerre comme en temps de paix. Conférence de presse hier du professeur Albert Ondo Ossa. Comment se focaliser sur les vrais enjeux de l'élection générale à venir? L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur donne quelques éléments de réponse. Était sur place pour le compte de TV+, Chimène Lindong. Convoqués par Ali Bongo, font partie de la majorité. Les élections présidentielles se tiendront dans quelques mois au Gabon. À cet effet, l'économiste et homme politique professeur Albert Ondo Ossa s'est montré méthodique en éclairant davantage les Gabonais sur les questions essentielles qui prêtent toujours à confusion. Nous soustraire les distractions du pouvoir et de ses alliés. Comment nous focaliser sur les vrais enjeux de la prochaine élection présidentielle? Pour nous soustraire les distractions du pouvoir et de ses alliés, il convient, selon moi, premièrement, d'éviter de nous complaire dans la dénonciation. Deuxièmement, de nous démarquer de tous les débats inopportuns. Convaincu de l'échec du parti au pouvoir, comptant sur la détermination et la vigilance du peuple gabonais, le professeur a appelé à la mise en place d'une coalition judicieuse avec les confessions religieuses, la société civile et la communauté internationale. Le parti au pouvoir n'a jamais gagné démocratiquement une élection. Deuxièmement, la contestation du pouvoir est à son paroxysme. C'est le rejet total. Même dans le Haut-Ogooué qu'on pensait être son fief, le Haut-Ogooué est en ébullition. Pour le conférencier, l'ensemble des acteurs impliqués dans la vie politique au Gabon doit continuer à faire preuve d'intelligence et de perspicacité pour exploiter toutes les opportunités qui conduiraient à une alternance politique au Gabon. Cap à l'international, cette fois-ci en Guinée-Conakry, où le chef de la junte en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a accueilli mercredi à Conakry une cinquantaine de ses compatriotes qui ont fui la Tunisie après les attaques contre les ressortissants d'Afrique subsaharienne et ont suivi les déclarations controversées du président tunisien Kais Saïd. Il s'agit du premier vol de rapatriement depuis le discours il y a une semaine du président tunisien qui a annoncé des mesures urgentes contre l'immigration clandestine de ces Africains. Il avait affirmé que leur présence en Tunisie était une source de violence, de crimes et d'actes inacceptables. Des femmes avec des bébés ont été
ont été les premiers à sortir de l'avion à Conakry. Parmi les rapatriés, il y avait Alseni Bari que nous vous proposons d'écouter. La situation est très difficile à Tunisie. Nous vivons dans l'enfer. On ne sort pas. Les gens qui ont des papiers, ils perdent de sortir. Il y a des gens qui n'ont pas de papiers. Donc ils perdent de sortir. Lorsqu'on sort, ils nous attrapent. Ils nous mettent en prison. Vous savez, les gens sont en train de dire de rapatriement, mais ceux qui ont dit rapatriement, si on t'a pris, on envoie au moins à l'aéroport. Mais ils ont préparé une spéciale prison pour les subsahariens. Lorsqu'on attrape, on met là-bas. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont en prison. Nous parlons d'esclavage cette fois-ci à l'occasion de la journée internationale du souvenir des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Une exposition intitulée « Esclavage », des histoires vraies des esclaves coloniales néerlandais a été inaugurée il y a quelques jours au siège des Nations Unies. L'exposition 10 True Stories se concentre sur l'esclavage à l'époque coloniale néerlandaise, du XVIIe au XVIIIe siècle au Brésil, au Suriname et dans les Caraïbes, ainsi qu'en Afrique du Sud, en Asie et aux Pays-Bas eux-mêmes. Il présente 10 histoires personnelles vraies de personnes qui ont été réduites en esclavage, de personnes qui ont profité du système d'esclavage et de personnes qui ont élevé les voix contre celui-ci. L'exposition est rendue possible grâce au partenariat du programme de sensibilisation des Nations Unies, la traite transatlantique des esclaves, de l'esclavage avec Rich Mesum et la mission permanente du Royaume-Uni des Pays-Bas auprès de l'ONU. La responsable de l'histoire du Musée national d'art d'histoire des Pays-Bas nous édifie dans cet extrait. Nous avons voulu montrer à travers cette exposition que cette histoire nous appartient à tous. C'est l'histoire nationale. Il s'agit de vos ancêtres, mes ancêtres. Il s'agit d'un peuple qui faisait partie du système. Les gens qui ont été réduits en esclavage et les gens qui se sont battus contre lui. When George Floyd died and all of the Black Lives Matter movements around the world showed. C'est quand George Floyd est mort et au vu de tous, les mouvements Black Lives Matter à travers le monde qui ont montré que nous devons porter un regard plus dur et plus critique sur l'esclavage, que cela nous a vraiment poussé à le mettre en avant. Faisons un cap dans le sport cette fois-ci où la Coupe d'Afrique des Nations U20 rentre dans sa phase de quart de finale avec des matchs de jeudi 2 et vendredi 3 mars. À l'affiche des rencontres intéressantes avec notamment un derby d'Afrique de l'Ouest Sénégal contre Bénin. Herman Malaga, Moussavou. Les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 en Égypte sont désormais connues. En l'absence du pays hôte, l'Égypte, c'est le Sénégal, sélection ayant créé plus de sensations dans cette compétition 9 points premiers du groupe A, qui ouvrira cette phase ce jeudi 2 mars 2023, face au Guépard du Bénin pour un derby d'Afrique de l'Ouest à 14h au Stade international du Caire. Pendant que l'Ouganda, finaliste malheureux de la dernière édition, attendra 17h pour affronter le Nigeria au Stade Suez Canal Stadium. Le vendredi 3 mars 2023 fera place aux 2 dernières rencontres de ces quarts. À 14h au stade d'Alexandrie, la Gambie, 3e de l'édition précédente, qui a également fini leader du groupe C avec 9 points, sera opposé au Petit Pousset, qui découvre la compétition. Le Soudan du Sud, meilleur 3e du tournoi avec 4 points. Le dernier match de ces quarts verra le Congo, leader du groupe B avec 5 points, affronter la Tunisie à 17h au stade international du Caire. Le Sénégal, qui marche actuellement sur l'eau dans toutes les compétitions de football avec ses différentes catégories, semble être le prétendant sérieux pour le sacre final. Mais il faudra tout de même compter sur les autres sélections africaines présentes à cette compétition, déterminées à aller jusqu'au bout, à l'instar de l'Ouganda et la Gambie. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Maroc U23. Les affiches aller-retour des 3e et 4e journées
enfin connus. Les Panthères du Gabon affronteront les 23 et 28 mars prochains les Lionceaux indomptables du Cameroun. Un duel de fauves d'Afrique centrale pour un ticket de la CAN U23 au Maroc. Herman Malaga, Moussavou. Le derby des fauves de l'Afrique centrale, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 au Maroc, entre Panthéraux du Gabon et Lionceaux indomptables du Cameroun, tombeurs respectivement des Barréas de Madagascar et des Palancas Negras d'Angola, lors du premier tour de ces éliminatoires de la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations U23, se jouera pendant ce mois de mars. Les Panthéraux vont d'abord accueillir leur adversaire ce 23 mars 2023 à Franceville, au stade Rénovation, avant de prendre le vol pour le match retour le 28 mars au stade Amadou Ahidjo, au Cameroun. Le vainqueur au nombre de points de ce classique d'Afrique centrale validera son ticket pour la phase finale de la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations U23 sur la terre des Lions de l'Atlas du Maroc. Les Panthéraux du Gabon qui jusque-là font bonne figure dans ces éliminatoires devraient rester bien en place et concentrés pour arriver à bout de cette valeureuse équipe des Lions indomptables du Cameroun. Le verdict dans les tout prochains jours. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez ce soir à 20h Jack Dougassa Yembi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure.